On va passer peut-être d'abord, si vous voulez bien, à la passage d'Esther, donc à Pierre Guéry, qui est artiste, performeur, c'est ça? Poète, et qui va nous lire des textes. J'ai pas peur. J'ai pas peur, moi. J'ai pas peur de moi. J'ai pas peur de moi, pas peur de vous. Même pas peur. Mais quand même, j'ai peur, un peu. J'ai un peu peur. J'ai peur de la peur. Peur d'avoir peur. Un jour de peur. Un jour de peur générale. Un jour de peur générale, j'ai peur d'avoir peur. D'avoir peur de cette peur générale. J'ai peur de ma peur particulière qui rejoindrait la générale. La générale peur. La peur générale des peurs particulières. De la mienne, donc. De la particulière qui rejoindrait la générale, de la générale qui absorberait la particulière. J'ai peur de ne plus être moi, avec ma peur particulière, d'avoir peur de la peur générale. J'ai peur d'être vous, avec vos peurs particulières qui font la peur générale. J'ai peur de votre peur générale, des peurs particulières. De la mienne, donc. J'ai peur de votre peur de moi et de ma peur particulière, de la peur générale de vous. J'ai peur de votre peur générale, de ma particulière peur, qui est la peur de la peur générale des peurs particulières. Des peurs particulières qui ont peur de cette même peur générale. De la mienne, donc. De la vôtre aussi, donc. De la nôtre, donc. De notre peur particulière ou générale, des peurs particulières et de la peur générale. C'est fou, non? Vous croyez qu'on peut aller plus loin? Ensemble? Une barricade n'a que deux côtés. Je répète, une barricade n'a que deux côtés. Faire la danseuse au milieu, c'est pas possible. Le pas suspendu de la cigogne, non plus. Tu me parles d'un chien. Mais un chien comment? De quel chien parles-tu exactement? Quel est son nom à ce chien? Est-ce qu'il a un nom? Tu me parles d'un chien, mais il est qui ce chien et il est à qui? Il est bien à quelqu'un, les chiens sont à quelqu'un. Ils appartiennent, les chiens, ou alors ils errent. Est-ce qu'il erre, ce chien? Alors, est-ce que c'est ton chien ou un chien qui appartient à quelqu'un que tu connais, ou alors un errant que tu ne connais pas, que tu penses connaître ou que je connais, moi? Un chien grand comment? Parce qu'il y en a de toutes les tailles des chiens et de toutes les sortes qu'on appelle des races. Mais est-ce que ce sont des races? Est-ce qu'on dit telle ou telle race? Et pourquoi on dit race pour les chiens? Pourquoi est-ce qu'on dit croisé ou bâtard? C'est quoi la différence? Tu dis un chien, mais est-ce qu'il est de race ou croisé ou bâtard, par exemple, ou de chasse ou berger? Tu dis un chien comme si un chien ça existait, mais un chien comme ça, dit comme ça, c'est rien du tout en réalité. Et même, on ne voit pas pourquoi le mot chien et pas un autre mot. Le mot chien, est-ce que ce n'est pas une catégorie humaine, je veux dire, pour classer comme ça les animaux qui n'ont rien à voir avec les poules ou les chats? Est-ce que tu parles de la catégorie chien ou d'autre chose?
Enfin, je ne suis pas biologiste et pas vétérinaire, ni maître chien, ni spécialiste en chien, mais il me semble que quand tu dis un chien, quand tu parles d'un chien, tu ne parles pas d'un chien, tu ne parles pas de tel ou tel chien qui serait un chien, tu ne parles pas de celui-là de chien parmi tous les chiens en tant qu'appartenance à la catégorie chien, et il me semble que quand tu dis un chien, ce n'est pas en rapport avec le chien, mais uniquement avec toi. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est l'idée qui me vient immédiatement. En réalité, quand tu évoques un chien, tu n'évoques jamais personne d'autre que toi. Évidemment que tu me diras non, que quand tu parles d'un chien, c'est bien d'un chien. Mais comment ne pas me dire que ce chien dont tu parles n'est qu'une catégorie de chien, n'est qu'un mot valise avec 0 chien dedans. Une valise à chien, mais vide. Une facilité de langage pour ne rien dire au fond du chien, de qui est ce chien. Parce que le chien n'existe pas pour toi. Parce que le chien, en tant que chien, je veux dire précisément celui-là de chien, qui a son histoire de chien et sa vie de chien, tu ne le vois pas du tout courir, ni s'asseoir, ni dormir. Tu ne l'entends pas aboyer, ni gratter à la porte ou hurler à la pleine lune. Non, tu ne penses pas à tout ça. Ou alors, tu y penses comme à des éléments qui permettent de caractériser la catégorie et non comme des manières bien personnelles du chien, de ce vrai chien qui vit, dont en réalité, tu ne veux rien savoir. Parce que ce savoir, tu le refuses absolument de la réalité personnelle de ce chien, étant donné que ce savoir n'est pas une simple connaissance générale, pas une simple théorie du chien, pas une représentation catégorielle de chien, mais bel et bien une connaissance possible de celui-là de chien, avec sa réalité proprement vivante et organique et bizarrement sensible, et probablement aussi imaginative. Mais as-tu seulement une seule fois pensé à l'imaginaire de ce chien ? Pas de l'imaginaire en général et théoriquement du chien à la catégorie, mais du chien précisément. T'es-tu seulement une seule fois imaginé le chien imaginé? Pas un chien théorique imaginé théoriquement, mais ce chien bien réel, ce qu'il peut bien imaginer, c'est-à-dire produire comme image. Ben, ça te foutrait le vertige. Remarque, je peux comprendre. Si ce chien est vraiment chien, alors il te faudra bien faire avec sa vie de chien et non avec ta représentation de chien ou le chien modélisé en catégorie. Et il te faudrait prendre toute la mesure de cette puissance vivante avec laquelle, évidemment, tu n'es pas du tout, mais alors pas du tout capable de composer. C'est en ce sens que je dis que quand tu parles d'un chien, tu ne parles que de toi. Pas que tu sois un chien. Non, ça, évidemment, je n'ai jamais pensé que tu pourrais être un chien, d'aucune manière, même pour rire, même de façon métaphorique, et somme toute assez bête. Les métaphores sont souvent bêtes. Donc tu n'es ni un chien, ni une métaphore. Non, tu parles de toi parce que c'est ton vide. C'est ce vide que tu fais là, autour de toi, avec les catégories. Des catégories qui te servent à parler sans rien sentir, te servent surtout à ne rien sentir, à faire mourir tout ce qui vit. Voilà ce que tu fais avec ton idée de chien, quand tu dis un chien. Et pareil quand tu dis une femme, un PD, un clodo, un étranger, ou un chômeur, un immigré, un réfugié. Voilà, c'est ce que je me dis. Je pense au mot parpaing, qui est un mot très ancien du Haut Moyen-Âge. Et je vois donc que le mot existait avant la chose, ce que je trouve extraordinaire. En latin populaire, perpetaneus était une variation de perpetuus, lui-même issu de perpes, qui en latin classique signifie perpétuel. Ça désignait la pierre de taille qui traversait un mur, la pierre la plus solide et durable. Le parpaing, en effet, est solide, très résistant, perpétuel, donc le parpaing est une perpétuité. Ce que je trouve extraordinaire, parce qu'on sait bien que l'éternité n'est pas de ce monde. Sauf pour les parpaings. L'autre chose extraordinaire, c'est que le mot est plein alors que la chose est vide. Oui, le mot est plein, vas-y, dis-le, tu vas voir. Parpaing. Tu sens comme le mot t'emplit la bouche?
Le mot est plein, la chose est vide, et en plus, la chose est un ersatz, un pur et véritable ersatz de pierre. Mais un ersatz éternel dont le mot est bien plein. Parpaing. Pourquoi dis-je ersatz? Parce que le parpaing, on ne l'extrait pas du sol, on ne le taille pas, il n'a pas de couleur, il n'a aucune veine, il est creux et léger, et il n'y a pas de beau parpaing ou de parpaing raté, il n'y a pas de parpaing typiquement toscan ou typiquement montagnard, par exemple. On le fabrique sans presque aucune intervention humaine dans de grandes usines qui se signalent par de nombreux monticules de gravats parce que le gravat est la matière première du parpaing. Le gravat est une chose indifférente. En argile ou en calcaire, le gravat, moi, me laisse vraiment indifférent. Qu'est-ce que l'indifférence? L'indifférence, c'est le vide intérieur, la légèreté. Comme le parpaing, car le parpaing est en effet vide et léger, le parpaing qui est donc lui aussi indifférent. Je suis indifférent au gravat, je suis indifférent au parpaing dans lequel il y a du vide, donc je suis vide aussi, et si je suis vide, alors je suis moi aussi un parpaing. Parce que moi et le parpaing, personne ne se soucie d'où on vient, personne ne se soucie de savoir comment on est arrivé là. On est là, mais d'où vient-on, moi et le parpaing? On vient d'ailleurs, on vient de nulle part, mais tout le monde se fout de savoir d'où on vient. Et tout ce que le monde cherche à connaître, c'est le prix du parpaing. Ses capacités de résistance et d'isolation, disons ses compétences. Alors quel est mon prix? Quelles sont mes capacités de résistance et d'isolation? Quelles sont mes compétences? C'est tout ce que le monde veut savoir. Et le volume de mon vide, tout le monde s'en fout. Je suis un parpaing typique, je ne suis pas bancal, je m'empile à merveille, on peut me poser à angle droit ou à l'horizontale, pourvu qu'on m'adjoigne d'autres parpaings. Je suis dénué de toute identité particulière, je suis voué à m'agglomérer, et je trouve la justification de mon existence, mon unique raison d'être, dans le fait que je ne suis qu'une unité interchangeable, et dans le fait qu'on me refuse le droit pourtant inaliénable, à la solitude et à la singularité. Parce que dans notre monde, un parpaing solitaire, c'est pire que rien. Parce que dans notre monde, un parpaing singulier ne peut pas s'assembler à d'autres parpaings. Je suis donc un parpaing ordinaire et je n'ai rien qui fasse rêver. Je mène ma petite vie de parpaing, sans éclat et sans heurts, simplement et humblement. Mon capital culturel est si nul que ça me donne envie de pleurer. Je suis complètement grégaire et n'ai aucune vocation, surtout pas esthétique. Je suis inconscient de moi-même, inconscient de mon pouvoir dans le collectif, je ne revendique rien, je me tiens bien tranquille, je suis gris et immuable. On ne m'apprécie pas, on m'admet. Il n'y a rien à comprendre de moi, je résiste à toute pensée et je n'ai pas de cogito. Simplement sum ergo sum, je suis, donc je suis. Je ne déclare rien, mon silence n'a pas de mystère, ma résistance confine à la résignation, je suis comme le non-mot d'un non-discours. Je suis un simple prestataire, je ne vaux quelque chose que dans une configuration qui me dépasse. Mais je ne pose aucun problème tant que je suis comme mes copains, les petits parpaings, petits, interchangeables et soumis, mais arrogant, omniprésent et sûr de moi. Car qui n'a pas besoin, un jour, d'un parpaing? Et qui n'a pas envie, un jour, de prendre un maigre sens dans une entreprise collective? Que celui qui n'a jamais eu besoin d'un parpaing me jette la première pierre. Car ce n'est pas, évidemment, en tant qu'individu que l'on pourra tirer quelque chose de moi. Et pourtant, je suis une particule essentielle. Sans moi, le mur ne tient pas. Sans moi, le toit s'effondre. Je suis la cellule primitive qui fait qu'un corps qui me dépasse et me résume se tient debout. Ainsi, je pourrais croire, en tant que parpaing isolé, que je suis plus fort que le parpaing d'à côté, et que la survie, l'épanouissement des autres parpaings ne peuvent avoir lieu sans moi. Et je pourrais me révolter. Car il faut bien comprendre
comprenez-le bien, que le parpaing est un loup pour le parpaing. Merci.